Bonjour, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Hélène Beauchef qui est éditrice à Montréal et Servane Monjour qui est enseignante-chercheur à l'université Sorbonne Université, anciennement Paris 4, disons. Donc voilà, je leur laisse la parole pour qu'elles nous disent, elles nous présentent la façon dont elles voient l'édition numérique dans laquelle justement nous allons nous inscrire pour notre prochain ouvrage. Alors à tout de suite, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre accueil. Nous sommes toutes les deux ravis d'être ici parmi vous aujourd'hui. Alors, notre conférence dans le petit syllabus que nous vous avions envoyé il y a quelques semaines avait pour titre « Les ateliers de sens public de l'édition collaborative au livre ouvert ». On avait prévu de vous présenter la chaîne éditoriale et le projet éditorial des ateliers de sens public pour lequel vous travaillez actuellement, dans la collection dans laquelle vous allez publier. Et finalement, en débutant notre réflexion, on s'est rendu compte qu'il fallait repartir d'un petit peu plus loin, c'est-à-dire de différents projets éditoriaux que nous menons à Montréal avec toute une équipe dont on va parler pour le coup beaucoup aujourd'hui. De projets de recherche donc sur l'édition savante en contexte numérique et sur les différentes chaînes éditoriales. Donc ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est un peu une philosophie de l'édition numérique qui s'est construite pendant quand même plusieurs années et qui s'est incarnée surtout à travers différents projets et différentes collections et même une revue savante dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est plus un retour sur expérience. Alors, on commencera peut-être par une problématique très large qui est celle tout simplement de l'écriture. Problématique très large puisque notre postulat finalement de départ, c'est que l'écriture et ses outils conditionnent notre pensée. Donc conditionnent la production du savoir, sa transmission et même d'ailleurs sa légitimation. C'est donc finalement la théorie de l'influence de la forme sur le fond, qui en soi n'est pas forcément, qui en soi est acquise pour beaucoup, de manière théorique, mais en tout cas pas de manière pratique, puisque nous avons constaté que trop peu de chercheurs, et d'ailleurs trop peu d'écrivains en règle générale, se posent la question des outils qu'ils utilisent pour travailler, pour écrire, et se questionnent en fait sur la façon dont on pourrait écrire autrement en utilisant d'autres outils ou en utilisant ces mêmes outils autrement. D'autre part, nous avons constaté que les outils numériques dits grand public, alors on parlera notamment de Word beaucoup, ont tendance à simuler un phénomène de désintermédiation. Ce qui est intéressant avec Word, c'est que nous sommes dans un phénomène de remédiation au sens de la théorie des médias pure et simple, c'est que vous écrivez sur non pas une page mais une image graphique d'une page. L'interface de Word en fait donne cette impression de désintermédiation alors qu'en fait nous avons un texte ici qui est numérique et qui va être lui-même encodé et qui est en fait très peu exploitable. C'est-à-dire que le modèle imprimé, finalement, encore aujourd'hui dans nos outils numériques, impose ces remédiations. On a des livres encore très homothétiques, ce que l'on peut appeler aussi, en quelque sorte, des incunables numériques. Alors que ce qui est intéressant avec le livre numérique, en tout cas une pensée du livre numérique, c'est peut-être que non seulement on peut penser ces augmentations, alors c'est ce qu'on a fait dans les années 90 et début 2000, on a beaucoup pensé les augmentations du livre de manière très graphique, très visuelle, très spectaculaire. C'était l'hypertexte, c'était le livre hypermédiatique, les expériences transmédia, donc des choses avec de la vidéo, des modèles très éclatés qui sont très intéressants en effet, mais aujourd'hui on est en train aussi de se dire, enfin pas seulement aujourd'hui d'ailleurs, depuis quelques temps, que le livre augmenté se pense peut-être à un niveau moins spectaculaire, c'est-à-dire celui de la donnée, ce niveau qui peut-être ne se voit pas tout de suite quand on lit un livre numérique. Donc on a vraiment, et c'est là où Hélène montrera certaines expérimentations que nous avons pu faire. Nous avons évolué nous aussi dans notre conception de ce que pouvait être le livre numérique en allant d'abord vers des choses qui étaient quand même très, très visuelles et assez graphiques, vers des choses peut-être un peu moins spectaculaires, mais tout de même un vrai travail du livre comme ensemble de données et du livre du coup comme en mode de visualisation des données. C'est un passage plutôt vers un livre API. Donc.
Une question que nous nous sommes posée, donc à l'origine de notre réflexion outil, on a eu une véritable réflexion d'ordre épistémologique. Nous avons fait ce que j'appellerais une forme de virtualisation des formats éditoriaux. C'est une réflexion qu'on avait menée avec Marcello Vitali Rosati. Par virtualisation, on entend tout simplement, non pas dans le sens numérique ce terme, mais dans un sens vraiment philosophique, c'est-à-dire revenir à l'origine du problème auquel les formes de publication devaient répondre. C'est-à-dire fondamentalement à quoi servait un article scientifique, à quel besoin en termes de production, diffusion et légitimation du savoir répondait une monographie savante. Et on s'est posé aussi la question pour les éditions critiques, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on a aussi mené des projets sur l'édition critique. Donc les besoins que nous avons tout de suite mis en avant au cours de ces dernières années, c'est tout d'abord, première chose, le principe de la conversation savante. Les revues, fondamentalement, servaient d'abord à établir des conversations entre les chercheurs. On écrivait des articles parce que on était dispatchés aux quatre coins de l'Europe, aux quatre coins du monde, et que nous avions besoin d'échanger sur nos travaux. Donc c'était d'abord un principe de conversation, quelque chose que l'on pouvait faire d'abord dans des salons littéraires ou encore tout simplement au café. Ça c'est très important parce que quand on pense à la remédiation des revues savantes, on voit bien qu'on est encore complètement sur un modèle imprimé qui ne favorise pas du tout justement les modes de conversation puisqu'on a complètement figé et stabilisé le format de l'article. L'autre besoin auquel devaient répondre les publications savantes, c'est celui de l'appropriation. Puisque le savoir d'autrui, on a besoin de se l'approprier pour construire notre propre pensée et faire évoluer le savoir. C'est le principe. Et enfin, ça c'est très intéressant, même quand on étudie la façon dont les manuscrits étaient réalisés dans le monde médiéval, les objets savants, les manuels scolaires déjà dès le monde médiéval, servaient un intérêt de modularité et déjà de maniabilité. On sait que les copistes recevaient des commandes et d'abord ils fabriquaient l'architecture de leur texte, donc avec différentes parties. Ils découpaient la page pour intégrer des annotations, des gloses. Parfois il y avait même 3 niveaux au sein d'une même page. Donc c'était vraiment une façon de construire le livre en fonction de besoins spécifiques au lecteur. Voilà, question de maniabilité aussi pour le lecteur. Tout ceci nous a conduit à repenser pour le coup la fonction éditoriale, puisque l'édition, nous cherchons à la penser d'abord en termes de fonction. C'est-à-dire qu'ici, quand on parle de fonction éditoriale, il n'est pas seulement question du rôle de l'éditeur. La fonction éditoriale, c'est bien ce qu'il faut comprendre, elle est prise en charge par l'ensemble des acteurs de la production savante ou littéraire, puisque là aussi on peut vraiment décliner sur une réflexion générale sur l'édition, donc à la fois les auteurs, c'est pour ça que c'est très important, vous allez voir que à la base de notre philosophie, il y a vraiment comme rôle fondamental celui de l'auteur, quelles sont les compétences de l'auteur et comment on peut les réintégrer dans la chaîne éditoriale. Donc, je vois qu'il y a de l'écho, repenser la fonction éditoriale en termes de production des contenus, de circulation et de légitimation. Là, je renvoie évidemment à tous les travaux de Marcello Vitali Rosati sur ces questions. Ce que nous allons vous présenter, ce sont donc une série d'explorations techniques et technologiques qui nous ont amené à redéfinir des formats pour l'édition savante et en même temps, et c'est ça qui est très intéressant, à repenser notre conception même de la recherche. C'est pour ça qu'on est très content de travailler avec vous parce que c'est la base de votre travail. Vous avez cherché à créer un savoir collectif. C'est exactement ce que nous avons cherché à faire, puisque nos outils d'écriture ont tendance à formater notre pensée, notre manière d'écrire notre pensée. La question c'est si on change d'outil, est-ce qu'on ne peut pas penser autrement? Voilà, c'était le point de départ. Donc, les projets que nous allons vous présenter aujourd'hui ont été réalisés au sein de la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques, dont Marcello Vitali Rosati est le titulaire. Je vous ai mis ici quelques photos de personnes qui ont participé au projet. Donc il y a Arthur Juchereau qui est notre développeur, Nicolas Sauret qui a dirigé énormément de projets et qui est co-directeur des ateliers de sens public. Je citerai aussi Margot Mellet qui travaille beaucoup avec nous, Antoine Fauchier que vous avez reçu déjà je crois dans votre séminaire. Ici Il Monde du Monde, Michael Sinatra dont Hélène va parler tout à l'heure et qui co-dirige la collection Parcours numérique. Alors, premier temps, première expérience, la collection Parcours numérique et je laisse la parole à Hélène. Oui, alors est-ce que tu veux qu'on change de place pour pas que tu... Je peux faire ça me va très bien.
Ici. Un dispositif particulièrement intéressant. 3 écrans. On est très au point. Oui, c'est formidable. C'est trop marrant de voir. Alors oui, donc on a, comme le disait Servan au début, on a pensé qu'il était important de revenir en fait sur nos expériences et ce qui nous a mené aujourd'hui aux ateliers et à l'ouvrage sur lequel on est en train de travailler ensemble. En 2012, on a commencé une réflexion sur ce qui est devenu la collection Parcours numérique. Donc c'est à l'initiative, comme le disait tout à l'heure Servan, de Michael Sinatra et de Marcello Vitali Rosati, qui ont proposé, qui ont eu une réflexion et qui ont proposé cette collection aux presses de l'Université de Montréal. Alors je vais essayer de récupérer mes notes sur ton ordi. Voilà. Alors, quelle était la philosophie de Parcours numérique c'était en fait, l'objectif c'était d'expérimenter de nouvelles formes de publication et d'éditorialisation. De proposer en fait un nouveau type de publication qui permette d'utiliser pleinement les possibilités offertes par le web. Donc on avait à l'époque le livre publié au format papier, donc aussi homothétique, PDF et EPUB. On avait quand même des versions entre guillemets numériques mais homothétiques. Et l'objectif c'était de garder ce format pour développer une pensée condensée, pure, entre guillemets, sans appareil critique, avec une lecture linéaire. Donc on avait des livres, l'idée c'était de penser des livres qui étaient très courts, très petits. Et à côté d'avoir la version numérique qui n'était pas une simple transposition de la version papier. Quand je dis la version numérique, je parle de la version HTML, à ne pas confondre avec le PDF et l'EPUB. Et puis, à travers ces deux formats, de mettre en avant la complémentarité de la version papier et de la version HTML. Donc en fait, à l'époque, l'idée c'était vraiment d'utiliser l'espace numérique pour augmenter une édition plus traditionnelle. Donc là, c'était vraiment l'idée de mettre des contenus supplémentaires. Donc c'est là où on a eu cette utilisation de vocabulaire enrichi, augmenté, avec les hyperliens, les illustrations, etc. Tout ce à quoi on peut penser au départ quand on passe un écrit sur le web. Et ça permettait aussi au lecteur de développer son propre parcours de lecture. Donc nous, l'auteur, l'éditeur proposait différents contenus et ensuite le lecteur, selon ses intérêts, selon le temps qu'il a, pouvait se frayer son propre parcours en fonction des liens, des hyperliens, des rebonds qu'il faisait. Et ce n'était pas forcément une lecture linéaire de chapitre après chapitre. L'objectif déjà à l'époque était de créer une discussion entre le chercheur et le lecteur. Donc on va voir au fur et à mesure que ça c'est quelque chose qui a été difficile à mettre en place et qu'on essaye de remettre vraiment en avant aujourd'hui sur les ateliers. Second objectif, c'était aussi de laisser une ouverture possible pour les mises à jour. On fait de la recherche évolue tous les jours. S'il y a une nouvelle référence bibliographique importante à ajouter ou s'il y a un contenu, quelque chose qui a été créé depuis le moment où le livre a été publié, il est toujours possible de l'ajouter. Et là, ça met vraiment en valeur le processus de recherche continue. L'importance avait été donnée sur l'accès libre. C'est bon, très bien. C'est bon. L'importance à l'époque était sur l'accès libre. Donc ça, c'était bien sûr une volonté de Michael et de Marcello. En tant que directeur de collection, ils avaient à cœur de mettre en place une collection en accès libre. C'était aussi à l'époque une volonté très forte de la maison d'édition, qui sont les presses de l'Université de Montréal, qui était dirigée par Antoine Delbusso, qui avait cette vision. Alors juste pour remettre en contexte, Antoine Delbusso c'est quelqu'un qui est éditeur depuis très longtemps, qui a été éditeur dans des maisons d'édition traditionnelles et qui a probablement de par son histoire déjà vécu plusieurs révolutions dans son métier et qui était vraiment... alors c'est pas qu'il avait une connaissance
extrême de ce qu'était l'accès libre du web, du numérique, etc. Mais il savait que c'était par là qu'il fallait aller. C'était sa vision, en tout cas, pour l'édition, et pour l'édition scientifique, puisqu'il était à la tête des presses de l'Université de Montréal. Donc, et c'était aussi soutenu à l'époque, et ça l'est de plus en plus au Canada et au Québec. Il y avait vraiment un début d'incitation des organismes subventionnaires vis-à-vis des maisons d'édition de passer à l'open access. Donc là, de la part de la maison d'édition, il y avait quand même un engagement fort financier, philosophique, et puis un pari sur l'avenir, parce que voilà, c'était d'aller vers des nouveaux métiers, et c'est toujours un peu effrayant. L'accès libre, ça avait un intérêt aussi pour les chercheurs, de rendre accessible juste leur savoir à tous, ça c'est la base, et on sait que c'est pas toujours évident, parce que les chercheurs ont des objectifs de carrière qui font qu'ils doivent publier d'une certaine manière, ils doivent publier dans des revues qui sont parfois fermées, etc. Donc, il y avait aussi cette volonté de regrouper du coup ces trois volontés des directeurs de la maison d'édition et des chercheurs autour de l'accès libre. Et le troisième point, libéré, c'était le logiciel libre, d'utiliser pour développer tout ça des logiciels libres. Et à l'époque, donc en fonction de l'époque dans laquelle on était en 2012, des compétences qu'on avait, etc., on avait choisi un CMS qui s'appelait SPIP, qui s'appelle toujours SPIP, qui était un logiciel libre, qui était à l'époque maintenu par une large communauté francophone, qui était bien développé dans le milieu des SHS, bien implanté dans la communauté, etc. Donc c'est quelque chose qu'on pouvait s'approprier facilement et qui correspondait à l'époque à nos usages et à nos compétences techniques en particulier. Je peux passer à côté. Alors, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a comme expérience du point de vue du coup de l'auteur, de l'éditeur et du lecteur dans cette collection Parcours numérique? Pour l'auteur, on est vraiment passé du manuscrit traditionnel au texte enrichi. Donc au début, on avait quand même toujours cette pensée première imprimée avec des auteurs qui écrivaient un texte dont il a fallu se départir, aussi bien du côté de l'auteur que du côté de l'éditeur. Il a fallu convaincre. Ça, c'est des choses qui se sont faites au fur et à mesure aussi avec l'exemple. Les premiers livres sont sortis, et puis après, ce sont les auteurs qui sont venus vers nous parce qu'ils avaient vu les livres qui étaient sortis, et donc ils avaient enregistré dès le départ le rendu possible et l'avaient intégré à leur façon d'écrire. Donc ça, c'est vraiment une évolution qui s'est faite au fur et à mesure avec l'expérience. Et voilà, il a fallu se départir de ce dont je disais, de ce dont je parlais tout à l'heure, de tout ce qui est tradition d'écriture, blocage lié au processus de promotion, etc. Et puis aussi sur la manière de penser, comment on pense par rapport à l'écriture, ce dont parlait Sarah tout à l'heure. Il a fallu aussi passer d'un travail isolé à un travail collaboratif, parce que souvent l'auteur écrit et puis après c'est l'éditeur qui récupère l'objet. Alors oui, il y a des allers-retours qui sont faits pour des corrections et puis une relecture scientifique, oui. Mais là, on n'est plus dans l'édition d'un texte qui est terminé, on est dans une espèce d'éditorialisation commune d'un texte qui est évolutif. Donc là, il y a eu aussi un travail à faire, et c'est ce qui est intéressant, en collaboratif entre l'auteur et l'éditeur. Ça, c'est ce qu'on a créé sur Parcours numérique. Et pour le lecteur, on est passé d'une lecture linéaire à une lecture fragmentée, parce que d'un livre imprimé sans appareil critique, sans illustration, sans rien, on est passé à un livre augmenté, augmentable, avec une lecture qui est plus fragmentaire, des parcours de lecture propres à chacun, etc. En ancrant le texte dans un maillage de connaissances, parce que finalement le texte il est là, on le propose à la lecture, mais il y a énormément de liens qui emmènent le lecteur vers d'autres plateformes, vers d'autres écrits que le sien. Et ça, c'est aussi difficile pour un auteur parfois de se dire que le lecteur finalement va peut-être continuer sa lecture ailleurs, sur une autre plateforme, à lire quelqu'un d'autre, mais c'est quand même, voilà, c'est quelque chose qu'on lui aura proposé, c'est possible et c'est intéressant.
le retour d'expérience qu'on peut avoir, donc la collection existe toujours, il y a 10 livres qui sont sortis, on a commencé en 2012, le dernier a été en 2018, c'est le livre de Servan. On a encore des livres qui vont sortir, notamment un qui va sortir chez Parcours Numérique, donc c'est une collection qui n'est pas terminée. Mais ce qu'on peut en dire aujourd'hui, après 10 livres édités, c'est bon, oui. Merci. En matière d'expérience, c'est que ça a été plutôt une réussite, aussi bien d'un point de vue, tous les retours qu'on a eus d'un point de vue auteur, éditeur, lecteur, ça a été une réussite. Il y a quand même un changement qui s'est fait dans les métiers, les manières de faire, les manières d'écrire, les manières d'éditer, qui a été possible, on l'a fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la communauté des auteurs a pu évoluer parce qu'avec l'exemple des premiers livres, avec l'intérêt pour le modèle, la compréhension du modèle en le voyant également, ça a permis de créer des ouvrages hybrides dès la conception. Donc au fur et à mesure, bon, Servan en a un bon exemple, mais on a aussi expérimenté les humanités numériques. C'est vraiment des livres qui ont été écrits pour être sur la plateforme Parcours Numérique, pour être, donc c'est là où le terme enrichi n'existe plus finalement, pour être un livre augmenté, protéiforme à l'origine, on va dire. Il y a eu une forte visibilité de la collection avec un succès d'estime, on en a beaucoup parlé, l'éditeur a reçu beaucoup de retours positifs sur cette collection, avec l'image d'un éditeur innovant, d'un éditeur précurseur, etc. Il y a eu aussi quelque chose d'intéressant quand même financièrement, un retour sur investissement, parce que c'est un coût de développer une plateforme, c'est un coût de payer des éditeurs pour développer des livres numériques enrichis. Mais là, on a pu voir concrètement que le fait d'avoir cette version gratuite en ligne n'a pas empêché la vente du livre papier, et qu'au contraire, la version en ligne a permis d'offrir une visibilité aux livres en général, que ce soit papier, PDF, EPUB ou enrichi, très large. Concrètement, les presses de l'Université de Montréal fait des livres qui sont distribués au Québec. 75% des lecteurs de la plateforme Parcours Numérique sont en France. Donc c'est des gens qui n'auraient jamais eu accès à ces livres-là, à part s'ils étaient venus au Québec. Voilà. Donc ça c'est, et puis je parle de la France parce que c'est le plus gros pourcentage, mais avec un accès bien sûr aux livres au Maghreb, en Afrique, des lecteurs partout dans le monde qui peuvent consulter la plateforme. Tous les livres sont en français. Voilà. Donc ça a été une réussite. Après, ça demande toujours de l'éditeur un engagement à long terme avec une compréhension des métiers, des compétences nécessaires, etc. Voilà, ça demande un engagement. Et cet engagement, voilà, il est difficile à garder sur du long terme. Voilà. Et puis, j'avais juste un dernier point, mais juste de dire que vraiment, en plus, on s'était vraiment rendu compte de la complémentarité des deux versions, c'est-à-dire que les retours des étudiants, notamment sur le manuel pratique de l'édition numérique, qui est un manuel qui est beaucoup utilisé par les étudiants, ont un usage encore très fort du papier, sur lequel ils prennent des notes, et ont à côté la version numérique augmentée avec les liens. Donc il y a vraiment un usage complémentaire avec deux intérêts différents, mais qui ne s'excluent pas l'un l'autre. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que là, pour reprendre ce qu'a dit Hélène et faire ma transition, merci, c'est qu'on s'est rendu compte que pour un même contenu, on façonnait deux objets. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc cette modularité, on a voulu vraiment l'exploiter au maximum, puisqu'on s'est dit qu'on pouvait même créer peut-être plus que deux objets, en repensant aussi donc non seulement le papier, le numérique, mais aussi ce que peut être une archive savante, ce qui m'emmène vers la deuxième partie de cette présentation, sur laquelle je serai peut-être un petit peu plus rapide, puisque Stylo, vous l'avez utilisé vous-même. Je vais aussi quitter brièvement la monographie, puisque Stylo, à l'origine, a été d'abord conçu pour penser un autre format d'édition savante, qui est le format de l'article. Donc ici, on va passer dans la revue.
C'est un autre projet pilote, outre que la preuve de concept qui avait été faite avec Parcours Numérique. Stylo a été créé dans le cadre de la refonte de la chaîne éditoriale de la revue Sens Public, donc qui est une revue web fondée en 2003, qui existe encore aujourd'hui. Ce que l'on voulait à l'origine, juste pour vous expliquer, on voulait refaire le site web de Sens Public, qui était lui aussi un SPIP, en fait. Et en tentant de refaire ce site web, on s'est dit, mais si on passait à un autre modèle, notamment en allant vers plutôt des pages HTML statiques, donc un site plutôt statique, et qu'on abandonnait le CMS, qui était parfait, mais qui avait montré aussi ses limites par rapport à ce que nous voulions faire. Et donc, ça nous a mené dans un travail de plus de 3 ans. Le nouveau site web n'est pas encore sorti, mais c'est bientôt le cas. Je vais pouvoir vous en montrer des images, puisqu'on est en train de régler les derniers petits problèmes, juste pour vous dire que du coup, ça a été un projet un projet de longue haleine. Alors, la philosophie de Stylo est la suivante. Dans le modèle papier, on devient un auteur lorsqu'on a publié un livre. Dans le modèle numérique, on devient un auteur lorsque l'on publie des documents structurés, ce qui n'est plus tout à fait la même chose. Donc là, on a déjà aussi une définition du texte qui évolue, au-delà même de la définition de notre écriture. Les objectifs de Stylo étaient les suivants. D'abord, déwordiser l'écriture savante. C'est du militantisme. Alors, oui, c'est du militantisme, d'ailleurs, mon image juste derrière le démontre. Pour peut-être m'expliquer là-dessus, puisqu'il n'est pas question non plus de faire du prosélytisme, quel est le problème avec Word? Et là, je parle vraiment en tant qu'éditrice. Hélène est l'éditrice principale sur Parcours Numérique. Moi, je m'occupais de Sens Public, ce qui n'était pas toujours drôle non plus tous les jours. C'est que nous recevons concrètement des dossiers, des articles qui ont été écrits avec Word. Vous connaissez peut-être le problème. Le principe de la feuille de style n'est même pas maîtrisé, donc on reçoit des documents qui sont inexploitables. Le travail est très long, c'est assez complexe, les textes sont donc peu structurés. Et Word, le problème de base, c'est que Word encourage une écriture qui est d'abord une écriture graphique. Hein, c'est du WYSIWYG, what you see is what you get. Par exemple, si je veux un titre, je sais que ça doit être de l'italique, donc je vais le surligner, cliquer sur le bouton italique, parce qu'évidemment sur Word on a plein de boutons, c'est toujours très intéressant. Et voilà, c'est à peu près tout. Notre objectif, deuxième objectif, était donc de redonner à l'auteur la maîtrise de la structure de son texte, mais aussi la maîtrise de la sémantique de son texte. Puisque Word, finalement, demande, un logiciel de traitement de texte en règle générale, demande à l'auteur d'avoir des compétences plutôt graphiques, alors que les compétences que nous avons, nous, en tant qu'auteurs de nos textes, ce sont d'abord des compétences sémantiques. C'est-à-dire que vous savez que ce que vous écrivez là, c'est une référence. Vous savez que c'est un type de référence, un autre article, une autre monographie, mais vous êtes là à devoir vous débrouiller avec vos petits boutons pour mettre de l'italique, des virgules, des machins. En vrai, c'est pas très simple. La question de la référence, je pense, est celle qui nous parle le plus, puisque à chaque fois que nous proposerons à différentes revues des articles, on doit tout refaire selon la charte graphique et charte éditoriale de cette revue-là, donc on perd un temps fou. J'imagine que vous avez tous passé des heures à refaire une bibliographie, donc je ne m'étends pas. Et l'objectif final était donc éventuellement, avec tout ça, de repenser le format de l'article savant. Stylo nous emmène donc vers un éditeur qui devra être plus simple. C'est-à-dire qu'on passe ici vraiment d'un traitement de texte à un éditeur de texte. Et cette transition doit nous obliger finalement à nous reconcentrer sur notre écriture de manière sémantique. L'interface de Stylo, vous l'avez vu, finalement, elle est très claire. Elle nous propose peut-être moins d'options. Et là encore, je me réfère à Word, où vous avez plein de panneaux, enfin c'est vraiment pas toujours simple. Et moins de fonctions. Plus riche aussi, un éditeur plus riche, parce qu'il permet le balisage, je vous montrerai des exemples, la gestion bibliographique. Donc là aussi, pour un seul fichier bibliographique, vous pourrez avoir toutes les sorties que vous voulez, toutes les mises en forme que vous souhaitez, ce qui est bien pratique. Un travail sur les métadonnées et des exports multiples. On va vers de la modularité, on peut créer plusieurs objets à partir du même contenu. Et enfin, un éditeur qui soit sémantique, on passerait donc du WYSIWYG au WYSIWYM, what you see is what you mean. Au niveau technique, Stylo, c'est une sorte de jeu en Lego, c'est-à-dire qu'on a utilisé des outils, des solutions logicielles qui existaient déjà et on les a combinés, mis ensemble pour faciliter le travail. Donc l'arrimage de briques logicielles, on a Arthur Juchereau a travaillé à la constitution d'un éditeur de métadonnées YAML. On a un corps de texte en Markdown, c'est-à-dire un système déjà de balisage mais qui est simplissime, vous l'avez pris en main vous-même, il suffit de connaître seulement 5 petites balises et on sait écrire un texte. Une bibliographie en BibTeX
là qui peut être produite par différents outils, toujours évidemment des solutions libres, hein, on est bien d'accord. Et ces trois éléments sont mis ensemble et travaillés pour générer plusieurs sorties grâce au générateur de fichiers Pandoc. Donc voilà à peu près à quoi ça peut ressembler. Je vais passer assez rapidement pour vous surtout insister sur les mutations que cela a pu induire du côté des auteurs, des éditeurs, des évaluateurs et des lecteurs, puisqu'ici on parle vraiment de tout l'écosystème éditorial des revues savantes. Donc du côté de l'expérience auteur, là aussi on a vraiment repensé la chaîne éditoriale. Vous savez que généralement dans le milieu de l'édition, on dit que l'édition d'un texte commence au moment où le manuscrit est envoyé à l'éditeur. C'est l'éditeur qui fait tout. Là l'idée c'est au contraire de redonner, de remettre dans les mains de l'auteur la structuration de son propre document. Pour cela nous avons fait le pari du low-tech. C'est-à-dire que Stylo doit être facile à utiliser. Vous commencez et au bout de 2 heures, vous pouvez déjà sortir un beau texte. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. Ça, c'était un pari qui était pour nous très important. Je pense que d'autres solutions, en tout cas aujourd'hui, la tendance générale est d'aller vers le low-tech. De bien amener l'auteur à réfléchir à l'architecture de son texte. Remettre dans ses mains l'architecture de son texte, ça oblige le scientifique à aussi organiser sa propre pensée. De lui proposer un balisage minimal de son propre raisonnement. Alors je sais que vous-même vous avez expérimenté à quel point ça pouvait être compliqué du coup de commencer à penser à ce que l'on voulait baliser et comment. Là, dans le cadre de Sens Public, on a opté sur un balisage minimal du raisonnement savant. Ce que j'appelle le raisonnement savant, c'est présenter la thèse que l'on défend, les antithèses, les concepts, les définitions ou les exemples, pour avoir déjà ensuite potentiellement une visualisation du raisonnement savant. Donc je vous donne ici un petit exemple de balisage. Donc ça, ici on est encore sur stylo, hein, mais vous voyez, j'ai donc une définition qui est balisée. En dessous, je vais avoir, il me semble, un concept et je peux avoir des exemples et ainsi de suite. Donc là, tout cela a été fait par l'auteur. Parce que oui, le problème de base, en fait, hein, pour ça, c'est que ce balisage, quand il pouvait être fait, à l'heure actuelle, dans l'édition savante numérique, c'est souvent le diffuseur qui s'en charge. Donc nous, à Sens Public, on travaillait avec le diffuseur principal francophone canadien, qui est Érudit, et c'était donc Érudit qui allait rebaliser nos textes. Or, bon, ça oblige le technicien qui est derrière à avoir quand même soit à lire le texte lui-même et à l'interpréter, du coup, alors parfois qui peut aller, donc son interprétation peut aller contre celle de l'auteur. Du côté de l'expérience évaluateur, nous avons aussi été conduits à repenser finalement ce que pouvait être l'évaluation savante. Ça a été un de nos grands chevaux de bataille sur lequel on se bat encore d'ailleurs. En tant qu'éditrice, on a une expérience plutôt mauvaise du peer reviewing, notamment de l'évaluation en double aveugle, qui généralement est relativement inexploitable, puisque déjà je disais que les outils ont déterminé notre mode de pensée, et l'évaluation savante, c'est l'exemple même, on demande de remplir des grilles de lecture. Donc c'est déjà l'exemple même d'une pensée complètement formatée. C'est-à-dire que l'évaluation est elle-même formatée, et souvent les évaluations sont très très sévères et se contentent de condamner le texte. Alors c'est, je pense, particulièrement plus criant dans certaines disciplines. Donc on a voulu reconsidérer le sacro-saint peer reviewing pour encourager finalement la conversation entre un évaluateur-relecteur et un auteur, plutôt que la simple évaluation pure et simple d'un texte. Ce qui donne par exemple ceci. Donc ici je vous ai mis l'exemple d'un dossier sur les communs, qui est un dossier en édition continue, je reviendrai sur ce concept tout à l'heure, où vous avez donc un relecteur identifié qui va utiliser, donc on a là utilisé Hypothesis tout simplement, pour converser avec l'auteur et l'encourager à reformuler certains passages de son texte. Alors évidemment, ici, parfois il a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord, hein. Bien sûr, il ne s'agit pas non plus de museler ou de censurer l'évaluation, mais il s'agit tout simplement de la rendre plus productive.
Donc ça, c'était le dossier commun. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que tout cela, nous avons décidé, en accord avec les auteurs et les évaluateurs, de le rendre public. C'est-à-dire que ce que l'on va présenter maintenant sur Sens Public, ce ne sont plus seulement des articles dans un format figé, des textes dans un format figé, c'est une pensée en mouvement. Donc on présente aussi le texte tel qu'il avait été d'abord écrit, ses évaluations, et ensuite on publie aussi sa réécriture. Donc on présente les versions du texte, on présente une pensée en version, en évolution. L'expérience éditeur, et donc tout simplement, retour expérience éditeur, c'est la fin de la traditionnelle chaîne éditoriale. Nous allons vers plus de modularité, et j'y reviendrai tout à l'heure. Cette question des versions en est un exemple très important, je crois. Nous avons totalement repensé notre rôle et repensé la fonction éditoriale en l'ouvrant à d'autres acteurs. Donc déjà en intégrant les auteurs à Sens Public, on fait vraiment un travail, je crois, qui est très fort avec les auteurs et aussi avec les lecteurs. C'est-à-dire que l'on essaye de développer un travail d'éditorialisation plutôt que d'édition. C'est le principe notamment de l'édition en continu. On considère que ce que l'on va proposer comme service éditorial, c'est vraiment la défense, accompagner l'émergence d'une pensée, d'une thèse et sa construction au cours du temps. Donc, je parlais de modularité. Voilà, je vais passer rapidement là-dessus, mais donc les sorties que l'on propose avec Stylo, qui permet donc tout cela, c'est du HTML, c'est du PDF, c'est du XML pour notre archivage, c'est-à-dire qu'on donne directement ensuite à Érudit nos textes balisés, pour le coup par nos soins, par notre logiciel, là où d'habitude c'était Érudit qui balisait les textes et qui du coup nous forçait à... qui du coup aussi nous faisait payer. C'est un service qui était payant et que du coup on fait nous-mêmes. Là aussi il y a une question d'économie. L'expérience de lecteur, alors là je vous fais un teaser sur le fameux SPE qui sera bientôt en ligne, on l'espère, vu que ça fait au moins 4 ans qu'on essaye de... C'était notre projet de départ. Donc on travaille vraiment pour l'instant avec un enrichissement des mots-clés, pour favoriser le principe d'appropriation, les annotations et aller vers de plus en plus de visualisation. C'est-à-dire que l'intérêt d'avoir un site avec des articles statiques, c'est qu'on peut ensuite reconfigurer véritablement les articles et faire en sorte... Donc là, les lecteurs en fait, pourront se créer un compte et avoir leur revue vraiment adaptée à leurs besoins, à leur mode de lecture. Voilà, je passe rapidement là-dessus. Donc, le point de départ était le suivant: comment peut-on repenser les formats de l'édition savante? En ce qui concerne le format article, on est allé vers le principe de la conversation comme format, ce qui veut dire que l'on montre, je le disais, les états du texte, on accompagne une pensée en construction et on va générer ce que Jean-Claude Guédon appelle beaucoup des cristaux de connaissances. Ici, un petit cristal, en tout cas tel que je l'interprète, c'est l'un des articles du dossier commun. Vous avez l'article publié, la première version commentée, donc on voit bien, et évidemment les annotations des autres qui peuvent être réintégrées aussi là dans l'article, donc on voit bien déjà qu'on arrive vers non plus un texte unique, stable et figé, mais vers un texte cristal avec différentes facettes dans lequel, donc des facettes qui nous permettent d'entrer dans l'article et dans la pensée de l'auteur. J'en arrive aux ateliers, on va se partager le temps pour les 10 minutes qui restent. Avec les ateliers de Sens Public, qui est donc notre dernier projet, l'objectif est de mettre à profit ces deux expériences que l'on vous a montrées, donc on revient cette fois-ci à la monographie. Notre philosophie éditoriale était la suivante: on voulait se poser la question du sens de la monographie savante et de proposer pour le coup des modèles alternatifs d'écriture qui soient aussi des modèles alternatifs de pensée. Donc comment peut-on travailler de manière collective? Comment peut-on créer des anthologies qui rendent compte de l'évolution de la pensée d'un auteur? Et évidemment, penser aussi le livre augmenté. On a un peu abandonné peut-être ce modèle hypermédia très graphique et très visuel qui pouvait même être un peu plus le cas avec Parcours numérique, je crois, pour aller vers une édition peut-être plus épurée, mais très enrichie au niveau des données avec un balisage très fin. Hélène y reviendra. Pour l'instant, nous avons publié 3 ouvrages. Le premier ouvrage est un échange épistolaire entre Éric Méchoulan et Marcello Vitali Rosati. Le troisième ouvrage est une anthologie écrite par Gérard Wanzer. Donc c'est plus de 10 ans de réflexion sur les réseaux sociaux et le web
et Facebook notamment. Et le second ouvrage du coup sur lequel je suis passée à l'instant, c'est un manifeste. Et là je crois aussi que ça correspond à de nouvelles formes d'écriture savante que l'on veut développer, qui est une traduction d'un ouvrage de David Lankes, Exigeons de meilleures bibliothèques, plaidoyer pour une bibliothéconomie nouvelle. Et je laisse donc Hélène prendre la suite. Oui, donc là, de ces 3 ouvrages qui ont été publiés aux ateliers, un seul pour l'instant a une version HTML enrichie. Je suis toujours gênée d'utiliser le mot enrichi, mais on va dire que jusqu'alors on va l'utiliser. Et c'est celui de Lankes, Exigeons de meilleures bibliothèques, qui est sorti il y a 10 jours. Donc c'est vraiment une nouveauté. Entre le moment où ce livre a été publié en POD, en print on demand, et le moment où il y a eu la version numérique enrichie qui est sortie, se sont écoulés un an. Pourquoi? Parce qu'on a créé en fait le modèle sur ce livre, donc voilà, ça nous a pris du temps. Pour remettre les choses en contexte, donc tu disais c'est un manifeste, c'est un livre qui a été publié en anglais en 2016, je pense, et en fait en bibliothéconomie, et il y a un groupe de bibliothécaires francophones de Montréal, québécois plus largement d'ailleurs, a décidé d'en faire la traduction. Déjà, leur manière de faire la traduction était innovante. Ils ont pris, c'est un collectif de non-professionnels qui ne sont pas des traducteurs, qui sont des gens qui parlent les 2 langues, mais ils ont fait cette traduction ensemble. Et donc, à partir d'un auteur unique, on arrive à une œuvre collective qui est traduite. Et ce livre, il était déjà écrit, c'est-à-dire qu'il n'a pas été pensé avec les enrichissements. C'est un manifeste qui est plein d'exemples, qui est avec des notes, etc. Mais il n'a pas été pensé par l'auteur à l'origine avec les enrichissements. À partir de là, nous, on a travaillé avec cette équipe, ce comité de traducteurs, on va dire de professionnels. Et c'est avec eux, une fois qu'ils avaient fait la traduction du livre, qu'on a enrichi et qu'on a travaillé sur cette version disponible en ligne. Donc je vais mettre un chapitre en particulier. Le chapitre 2, c'est celui-là, je pense. Donc voilà, là vous avez la plateforme avec le livre tel qu'il a été pensé. Donc je répète, cette fois-ci pas avec l'auteur, mais vraiment avec l'équipe de traducteurs qui a décidé de porter cette parole de David Lankes au monde francophone. À partir de là, eux ont eu toute une réflexion qu'il était intéressant de prendre en compte, c'est-à-dire qu'ils se sont interrogés par exemple sur la traduction des concepts, quels mots utiliser pour quel concept en anglais, donc avec toute une discussion des choix qui ont été parfois difficiles. Il y a eu aussi toute la discussion de l'écriture inclusive sur cet ouvrage, en pensant que c'est quelque chose qui en anglais est différent, mais qui tient aussi à cœur à l'auteur d'origine, et en plus c'est un livre qui s'adresse à une profession qui est à 80% féminine, donc là il y a eu aussi un vrai effort qui a été fait pour cette mise en avant-là. On a aussi utilisé tout leur travail d'annotation, c'est-à-dire que eux, quand ils ont travaillé sur le livre, ils ont fait un travail d'annotation aussi, en utilisant l'hypothèse d'ailleurs, de discussion entre eux, donc parfois sur des termes à traduire, mais parfois aussi sur la mise en avant d'expériences similaires au Québec. Dans les milieux que eux connaissaient, c'est-à-dire que l'article est truffé d'exemples aux États-Unis, l'auteur est américain, et eux ont essayé à chaque fois de chercher les équivalents au Québec, au Canada, dans d'autres univers, dans le monde francophone, etc. Donc ça c'est aussi toute une réflexion qu'ils ont fait ensemble et qu'on a pu récupérer nous sur le livre, donc c'est voilà, la réappropriation de la conversation de ce comité de traducteurs. On a un exemple par exemple. Voilà. Bon, ça c'est des choses qui n'étaient pas dans le livre d'origine, et il y a des choses qui sont citées. Là par exemple, il avait décrit à quoi ressemblaient ces cabines en verre. Bon, maintenant on a la possibilité de mettre la photo, ce qui est beaucoup plus parlant pour le coup, avec toutes les informations qui sont nécessaires, les métadonnées qui sont... Alors, si je dois, on peut passer
Mettez plus sur le truc. Ah, si, On si, n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Tu me dis. On n'en a pas besoin. C'est Ok. une note sur le livre. Je préfère sur le livre. D'accord. Donc la réflexion qu'on a dû se faire pour créer, qu'on a dû se faire pour créer cet ouvrage, c'est celle qu'on a fait cette semaine. C'est qu'est-ce qu'un contenu additionnel, quelle est la hiérarchie qu'on met en place avec ces contenus. On a différentes possibilités, on a la colonne de droite avec les notes, on peut ajouter du contenu dans le corps du texte, on peut ajouter du contenu dans le corps du texte qui est fermé ou qui est ouvert par défaut. Et là, c'est le travail qu'on a fait avec l'équipe de traducteurs, de hiérarchiser le contenu. Qu'est-ce qui doit être mis en avant, qu'est-ce qu'il est intéressant de mettre, qu'est-ce qu'il est intéressant par exemple aussi de mettre à la fin du chapitre pour poursuivre la lecture sans la bloquer, sans la couper en tout cas. Et puis enfin, en dernier lieu, venait la question du balisage. Baliser le texte, qu'est-ce qu'il est intéressant de baliser, quels sont les termes qui vont être intéressants pour les lecteurs de retrouver. Donc là, on avait mis en place, c'est l'index, si tu vas dans les index des noms propres. On a déterminé 4 types de contenus qu'il était intéressant de développer ici. C'était tous les organismes cités, tous les exemples qu'il peut donner sur les organismes qui sont cités, principalement des bibliothèques, toutes les personnalités citées. Alors là, on a aussi bien les grands noms de la bibliothéconomie, les bibliothécaires qui sont cités à travers le livre, les lieux. Et les lieux, c'est pas tant intéressant aujourd'hui d'avoir la liste des lieux qui est listée, même si c'est dans un index, mais c'est aussi de se dire que tous les lieux sont balisés dans le livre et que si demain on veut faire une visualisation par carte, on a juste à explorer et on voit que, je sais pas, bon là ça va être très américain, mais on voit comment les États sont cités, quelle est la représentation de chaque endroit. Ça c'est le balisage qu'on a fait aujourd'hui, pour lequel on a un index à ce temps aujourd'hui, peut être réutilisé et sera réutilisable d'autres manières plus tard par nous ou par d'autres. Oui, c'est le principe d'appropriation. On essaye de rendre le livre en fait et ses données appropriables pour d'autres et aussi manipulables. Donc c'est penser à ce que vous pouvez vouloir et ce dont vous pouvez avoir besoin parce que d'autres pourraient souhaiter voir. Et ça vous permet, c'est assez valorisant quand on fait un travail de recherche parce que ça permet de penser ces applications à d'autres et pour d'autres. Ouais. Et pas seulement que pour notre communauté du coup. Pas en circuit fermé. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et là, dans cette optique-là, on avait discuté avec le comité, et c'est une question qui est toujours en suspens, sur laquelle, en effet, il serait intéressant de travailler. C'était de mettre en place, par exemple, un système de résidence numérique, de résidence digitale, de mettre quelqu'un responsable, par exemple, sur 1 mois, 2 mois, 6 mois, et de dire, pendant ce temps donné, c'est toi qui t'occupes de faire vivre le livre. Alors ça peut être un prof avec ses étudiants qui va faire un travail d'annotation avec hypothésis sur le livre. Ça peut être quelqu'un qui est très fort en visualisation et qui va aller jouer avec les métadonnées, le balisage pour faire d'autres types de visualisation. Donc on parlait tout à l'heure d'un maillage d'informations, ça pourrait être ça peut être aussi, on était parti sur des choses vraiment très diverses, un artiste qui va produire un contenu à partir du texte tel qu'il est structuré. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Vraiment encourager des petits hackathons en fait. Exactement, qui peuvent être utilisés hors la discipline de base, c'est-à-dire là on est dans la bibliothéconomie, mais on peut largement en sortir. Tout ça pour dire que voilà, je conclus que là c'est le premier cas des ateliers. On s'est posé beaucoup de questions. On a mis en place cette chaîne éditoriale avec ce processus de travail entre l'auteur, l'éditeur et la publication, etc. Aujourd'hui, on est au livre 2, on est avec vous et on a bien vu cette semaine que d'autres questions se posent, toujours sur les mêmes sujets, mais quels sont les contenus qu'on veut mettre, quelle est la hiérarchie qu'on veut mettre en place, quel est le balisage, pour quels usages, etc. Enfin voilà, chaque livre a ses propres spécificités. Cette chaîne éditoriale telle qu'elle est développée et la manière dont on voit la publication permet de gérer ces spécificités à chaque fois au cas par cas, ce qui permet après à la fin d'avoir des objets qui sont à la fois semblables mais très différents, tant dans le travail avec les auteurs que dans la lecture pour les lecteurs, etc.